motherfucking Eagle Double G. Marc Jancovici, évidemment. Et peut-être connaissez-vous également Bernard Friot. Voilà. Eh bien, en fait, il s'avère que ces deux personnes ont... Oh putain, j'ai tout pété. Il me peut. J'ai tout pété. Il s'avère que ces deux personnes ont complètement fait un feat. Voilà. J'y me peux. Mouah, des gros bisous, j'y me peux. Des gros bisous, j'y me peux. Ces deux personnes ont fait un feat. Il y a eu une conf entre ces deux personnes-là et je trouve que c'est assez intéressant. Je vous propose d'écouter les 6 premières minutes où ils se présentent l'un l'autre. Et voilà. Hop, transition vers la main scene. Et c'est à 6 minutes. Tac, tac, tac. Parce que bon, on va pas tout... Actuel de deux à sortir à 21h15. C'est le Et là, il contrat explique qu'on que a c'est passé. les boomers, hein, avec, ils ont le des grand-père heures pour la de- soupe de et tout, quoi. La suivante. La nécessaire réduction des machines implique-t-elle la décroissance? Et c'est Bernard qui s'y colle en premier. Je propose quant à moi de refuser les termes abstraits du débat, croissance versus décroissance. La croissance dans nos sociétés modernes, c'est la conjugaison éventuellement conflictuelle de deux fuites en avant. Une fuite en avant capitaliste, dans une accumulation de marchandises en vue du profit, et une fuite en avant technocratique dans des grands projets en vue de la puissance, y compris coloniale. Et cette croissance des marchandises et des grands projets génère une décroissance formidable des espèces vivantes et des conditions de notre vie sur Terre, une décroissance très inquiétante des droits des travailleurs sur leur lieu de travail, une décroissance de l'accès à une alimentation de qualité, à des transports de proximité de qualité, à un logement de qualité, à un air de qualité, à des soins de qualité, une éducation de qualité, et une décroissance des libertés publiques. Le refus de cette décroissance des droits et de l'accès aux biens et services, surtout dans les catégories populaires qui en sont les premières victimes, conduit la classe dirigeante à dévoyer ce refus dans la désignation d'un bouc émissaire, les immigrés, les musulmans. Nous sommes actuellement en pleine hystérie médiatique et politique. Ça, en plus, il en parle, c'est elle a un mois, la conf. Hein. Donc, on est sur un truc qui est vraiment... Il y a un mois, il y avait déjà ça, mais là, c'est-à-dire qu'avec Crépol et tout, ça ouais. s'est vraiment Donc, amplifié, quoi. Voilà, et en plus, ce qui est intéressant là-dedans, vraiment, moi, je vous avais déjà parlé de ce bouquin de Dimitri Orlov, Les 5 stades de l'effondrement, mais qui n'est pas le seul à parler de ça. Moi, je cite celui-là parce que c'est celui que je connais le mieux, qui parle vraiment de ça, la question des boucs émissaires dans des sociétés en tension. C'est-à-dire que c'est quand il y a des problèmes à régler, en fait, une des manières qu'ont les responsables politiques ou les responsables des problèmes de canaliser les forces en tension, c'est de désigner un bouc émissaire. Et c'est ce qui se passe vraiment en ce moment, en fait. Vraiment, en ce moment, en France, on le voit. La question qu'on pourrait se poser, c'est ok, admettons, machin, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'au moins ça marche? Est-ce que ça résout des problèmes? Est-ce que si l'insécurité n'est pas qu'un sentiment et qu'en effet, en France, l'insécurité a atteint des sommets, nanana, est-ce que Deux là, fois attaque au couteau, je crois, entre 2003 et 2023. combien? 2 fois moins d'attaques, enfin 2 fois moins de... Mais je crois que cette année, ça a augmenté par rapport à l'année dernière. Ah ouais? Ouais, de ce que j'avais regardé, ça avait augmenté. Mais ce qui correspond avec des moments où la vie est plus dure. La question, c'est il faut se demander, est-ce que c'est moins violent qu'il y a 30 ans? Non, mais par exemple, tu vois, aux États-Unis, les vols à l'étalage ont augmenté de 30% sur les dernières années. Mais est-ce que c'est dû à une augmentation de la criminalité ou est-ce que c'est dû à une inflation des produits alimentaires? Et du coup, la question, c'est de se poser, est-ce que le fait de désigner un bouc émissaire peut résoudre ces problèmes-là? Est-ce que vraiment c'est le cas, etc. Et on a un exemple. Ah, salut HK! Ouais, on Merci, continue HK. le complot, etc. D'ailleurs, Bonnes HTK nous a vacances. proposé de faire 2 heures de route pour aller apprendre à manier des pistolets. Hein. Bah, moi, franchement, ça peut être un délire qui me botte. Ça peut être marrant, ça peut être chouette. Invitation au stand valable sur tout 2024. Ah, moi, bah, je dis, franchement, gars, moi, mec, je dis, ça moi, je se- dis merci pour ma cartouche. Hein. Et puis, Merci pour ma cartouche, mon pote. Bah écoute, passe des bonnes merci fêtes. beaucoup, HTK. Profite Passe bien, des bonnes prends fêtes. soin de surtout. toi et des tiens et à l'année pro. Donc ouais, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que c'est utile les boucs émissaires, est-ce que ça fonctionne? Il y a un pays qui tourne à balle sur le bouc émissaire depuis 15 ans, qui sont les Philippines.
eux, le bouc émissaire qu'ils ont choisi, et en plus c'est un bouc émissaire où on pourrait se dire, putain, pourtant ils désignent des personnes vraiment qui peuvent être responsables de problèmes. Le président des Philippines actuel, il a désigné comme bouc émissaire les trafiquants de drogue. C'est un pays qui est gangréné par le trafic de drogue, et du coup le mec c'est un gars qui se vante, voilà, le président des Philippines, c'est un mec qui se vante d'avoir buté son premier trafiquant à 18 ans. Donc vous imaginez l'odeur du président de la République des Philippines. Et en fait, ça marche super bien. Voilà. Bref, pour la France, ça marche super bien. Ça permet de faire élire le RN. Mais aux Philippines, est-ce que les crimes ont baissé alors que les mecs, désignent ce bouc émissaire qu'on pourrait se dire... En vrai, on peut se dire qu'il y a plus de probabilité que dans une société, le trafiquant de drogue soit problématique plus que l'arabe, par exemple. Hein. Genre, on essentialise moins des gens quand... Non, je parle... J'essaie d'avoir des propos Golemont compatibles. Waouh. Non, mais genre... J'essaye pas de faire genre tes chocs barres. Tu sais très bien que je suis pas... Non, mais coup de barre de baiser, là, par contre. Mais coup non, de barre de baiser. J'essaye de penser en cerveau de droite. Vous voyez? Oui, ah Voilà. d'accord. Non mais là parce que non, mais par contre en fait il faudrait que tu aies un cosplay costard. Il faudrait que tu aies un cosplay costard cravate. Costard cravate que pour être de droite. Non mais à partir du moment où tu pull up ton cosplay costard cravate et que tu lâches des dingueries pareilles. Il faudrait, mais ça me demande beaucoup trop d'investissement en pognon. Déjà, Bah, je trouve que pour un stream avec 20 viewers, j'ai beaucoup trop de tenues différentes. Il y a trop de Alors props. 20 viewers, je pense que t'es un peu d'élu. Je pense que 20 viewers en tout depuis le début. Non mais bref, la question c'est genre si on a un cerveau de droite. En vrai, on peut se dire les trafiquants de drogue supérieurs en danger que les Arabes. Voilà, parce qu'en fait, Voilà, là d'un coup la phrase est un peu plus voilà. correcte. Et donc, dans ce délire de droite, tu vois, peut-être que dans son cerveau, au mec de droite, il se dit tous les trafiquants de drogue sont arabes, mais tous les arabes ne sont pas trafiquants de drogue. Donc, du coup, plus de problèmes. Voilà. Donc, dans ce cerveau malade, parce qu'il on est voilà, les types ils font faites un bandeau. Ah oui, c'est pas con ça, j'y me peux. Oui, non, je vais faire complètement un bandeau inside the droitardisation. Ce qui me fatigue, c'est qu'il est là à dire moi je suis le premier degré de la bande. C'est le premier. Attends, mais parce que le complot arabe, n'est-ce pas? Le complot. Non mais parce que donc. Du coup, les mecs se disent, vas-y, notre délire, c'est les boucs émissaires de notre société, c'est les trafiquants de drogue. Et du coup, ce qui s'est passé aux Philippines, c'est que les mecs, ça canardait dans la rue des trafiquants de drogue, quoi. Et en fait, ce qui se passe quand vous faites ça, c'est juste que... Oui, bien sûr, Brevrendy qui dit, mais tu peux aussi dire que tu as zéro influence sur ton origine ethnique, mais que tu as un poil d'influence sur tes activités illégales. Oui, mais on a dit inside the droitardisation. Voilà, c'était histoire de faire un cliché. Voilà. Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais du coup, on pourrait se dire, ouais, en fait, ça résout des problèmes. Mais en fait, ce qui se passe quand vous désignez un bouc émissaire et que ça devient OK de le défoncer, factuellement, vous créez dans un espèce d'accord tacite culturel dans votre société où ça devient OK de générer plus de violence. Et en fait, vu que l'attaque aux personnes n'est pas une bonne manière de résoudre des problèmes, c'est pour ça que d'ailleurs que nous, les militants d'extrême gauche, nous n'y avons pas recours, parce qu'on veut des trucs efficaces, et c'est pour ça que les gens de droite y ont recours, parce qu'ils s'en battent les couilles, ils veulent des fois juste tabasser des gens. Hein. Et ben, en fait, tout ce que vous faites quand vous désignez un bouc émissaire, c'est que vous augmentez la quantité de violence qui est générée par votre société, puisque vous en acceptez plus. Il y en a plus qui deviennent légitimes, et de la part de plus d'entités. Voilà, on voit bien que quand la police vient pas faire chier des mecs qui caillassent des personnes qui sont à la France insoumise en disant mais non, il n'y a pas de problème, bah, du coup ça devient ok d'en faire plus et machin, donc ça monte. Donc le bouc émissaire factuellement ne résout pas les problèmes, même si ce bouc émissaire pourrait être, on pourrait se dire ah ouais mais en vrai il en génère quand même, etc. Donc ça ne résout pas de problème. Voilà, tout cet aparté complotisto, islamophobo, droitardo, tout ça, pour illustrer les propos de Bernard Friot. Allez, let's go. À ce propos, et dans l'instauration d'un État fort, criminalisant les mobilisations concrètes contre la décroissance de nos droits, la décroissance de notre accès aux biens et services fondamentaux, la décroissance des conditions de notre vie heureuse sur la planète. La croissance de l'extrême droite, son accueil dans l'arc républicain, inimaginable il y a 20 ans, sont évidemment le résultat de cette fuite en avant, tant économique que politique. La criminalisation des mobilisations contre la décroissance de nos droits et de la satisfaction de nos besoins fondamentaux est menée avec d'autant plus de vigueur
que l'adhésion à la production telle qu'elle nous a imposée par la double logique du profit et de la puissance, cette adhésion est de plus en plus réduite. On pense à tous ces jeunes nombreux à refuser d'inscrire leur travail dans l'impasse de la marchandise capitaliste ou du grand projet absurde. Ce que j'attends du débat de ce soir, c'est que nous avancions ensemble dans l'énoncé des voies par lesquelles nous allons mettre la production sur ses pieds, les citoyens travailleurs, la sortir de la folie, en finir avec l'accumulation de marchandises capitalistes et les addictions mortifères qu'elles génèrent, en finir avec les grands projets absurdes et la volonté de puissance nationaliste qu'ils flattent. Enfin, faire croître l'accès de tous à une alimentation de qualité, faire croître l'accès de tous à un logement de qualité, à un cadre de vie de qualité, à des mobilités de qualité, à une culture et une éducation de qualité, à un rapport sensible au vivant et à la nature de qualité, et donc à un travail de qualité. Nous n'irons plus en traînant les pieds, contribuer à une accumulation de marchandises capitalistes ou à de grands projets absurdes dont nous voyons bien les conséquences négatives. Nous déciderons ensemble des biens et services dont nous avons tous et égalitairement besoin et nous serons enfin heureux au travail parce que c'est nous qui en déciderons et ce que nous en ferons sera conforme à notre déontologie. Vive la croissance de tout ce qui permet notre vie apaisée sur Terre. Vive la croissance de tout ce qui organise notre responsabilité énorme de construire notre monde selon un rapport réflexif de raison avec les autres vivants et le non-vivant. Voilà. C'est basé le yeuve. Bah, Frio, ouais, très basé. Seulement, c'était lui à ta place, bref. Bah écoute, pas encore assez yeuve. Non, mais vraiment très efficace. Moi, je rejoins énormément sur la misérabilité de l'existence par rapport au travail, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui tape plus ma génération que la tienne, encore plus. Ouais, non, la nôtre, on l'a pris quand même aussi dans la gueule, pas mal, moins fort. Mais non, c'est nous d'abord. Bah oui, mais parce que dès que t'arrives après, t'inquiète, les plus jeunes prendront pire. Enfin voilà, c'est toujours ça. Oui, oui, alors là, eux, oui. Mais du coup, tu connais Frio ou pas, toi, le jeune? Attends, laisse-moi taper sur Wikipédia. Non, franchement, j'ai un trou. Frio, bien en un fait, truc. J'ai déjà vu, je pense, intervenir à différents endroits, mais j'ai pas exactement le truc. Frio, c'est un type qui est vraiment très apprécié dans la petite intelligence de gauche, connu, voilà, comme le dit Brave Grid, pour son salaire à vie. Et donc son salaire à vie, en gros, son concept, c'est de dire tout le monde fonctionnaire. C'est-à-dire que dès que tu, en gros, donc ça, quand vous connaissez des gens qui sont de gauche et qui ont un peu pensé à gauche, en fait, en général, ils décorrèlent la question de l'emploi, du travail. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous et que vous faites le ménage, vous travaillez, vous produisez de la valeur. Ah, Frio mériterait une intro. Oh là là, me lancez pas des kiffs comme ça. Bah, promis, si jamais ça pourrait, on pourrait faire des intros avec tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, ouais, moi avec Bernard Frio. Mais si, on trouvera. Genre, faut mettre un truc de manga. Faut mettre un truc d'animé. Faut mettre un générique genre Jojo Bizarre, Frio Bizarres Aventures, quoi. Un truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, donc c'est le salaire à vie, tout le monde fonctionnaire. Pourquoi est-ce que ce mec-là est apprécié à gauche? Et quand je dis l'apprécié à gauche, il est apprécié par des gros cerveaux. Hein. Genre Bégodeau, bon, qui est quand même un penseur, mais qui est surtout un rhétoricien, le kiffe énormément. Frédéric Lordon l'adore. Pourquoi est-ce qu'il est apprécié? Il est apprécié parce que c'est quelqu'un dans ses bouquins, quand il développe de la pensée révolutionnaire, il pense avec le déjà là. Avec Lordon le kiffe tellement, quoi. Il pense avec le déjà là communiste. En fait, c'est quelqu'un, il dit, faut pas mettre le système par terre, il faut utiliser les instances qui sont déjà présentes dans notre société pour bâtir dessus et créer nos avancées en parallèle de cette société. Un peu comme si nous, en tant que décroissance, en gros, si on devait appliquer une grille de lecture Frio, on devrait se dire, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans notre monde capitaliste, porte déjà les graines de la décroissance dans ces institutions qu'on a en France, les repérer et se dire c'est là-dedans qu'il faut aller se battre institutionnellement parce que c'est ça qu'il faut renforcer dans le système. Donc il y a une création de discours positif, comme là il le fait en disant on est pour la croissance du respect de l'humain, et en même temps une vraie volonté de pensée pratique. Donc c'est pour ça que Frio il est vraiment apprécié. Et après, je vous propose de mettre la présentation de Jean Covici. Voilà. Mais je trouve que l'échange est vraiment très intéressant entre les deux.
J'espère que vous me pardonnerez une réponse qui va être beaucoup plus terre à terre au regard de la question posée. Donc moi, je pourrais ne pas tenir 3 minutes et tenir 3 secondes. Est-ce que la baisse du parc de machines implique une décroissance du point de vue physique? La réponse est oui, très clairement. Parce que quand on regarde historiquement ce à quoi nous ont servi les machines, elles nous ont servi très exactement à l'inverse, c'est-à-dire à augmenter la quantité de flux physique qu'on est capable de traiter. Avec ces engins de travaux publics et ces grues, l'ouvrier de la construction est capable de créer des mètres carrés de bâtiments construits beaucoup plus rapidement qu'à l'époque où il y avait des pelles et des pioches. Quand on regarde la quantité de tonnes de blé ou la quantité de tonnes de carottes qu'un agriculteur est aujourd'hui capable de produire avec ses moissonneuses-batteuses, ses tracteurs, ses usines d'engrais, il est capable d'en faire beaucoup plus par personne, quasiment 200 fois plus par personne quasiment, qu'il y a 2 siècles. Et ça, c'est grâce aux machines, enfin à cause d'eux, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de connotation positive derrière ce que je suis en train de raconter, c'est simplement factuel. Le marin moderne qui pilote un bateau à moteur, il est capable de transporter beaucoup plus de marchandises que le galérien de l'ancien temps. La puissance d'une galère de l'ancien temps, c'était quelques dizaines de kilowatts. La puissance d'un bateau de la marine marchande moderne, c'est quelques dizaines de mégawatts. Donc on a gagné un facteur 1000. Et je pourrais énoncer comme ça, tous les flux physiques qu'on peut regarder, donc tout ce qui se mesure en mètres carrés, en litres, en tonnes, en kilowattheures, etc. Quand vous regardez la manière dont ça a évolué depuis que nous vivons dans l'ère des machines, vous vous rendez compte que ça a été affecté par des coefficients multiplicatifs absolument extraordinaires. Et comme je parle sous le contrôle de mon voisin de gauche, les revenus, ça n'est rien d'autre monétairement que la production, hein, c'est la même chose. Moi j'adore, c'est la gueule de Frio là. Frio, c'est un type, juste il vous regarde. En fait, de base, vous avez l'impression qu'il va vous assassiner. Vraiment. Et je travaille sur l'imitation Big de Frio. sourcil. Hein. Hein. Big sourcil. Hein. Ouais, mais ça, c'est mon projet. Hein. Big sourcil. Moi, j'ai le même projet capillaire, à peu près, je pense. Et pile que Frio. Ça veut dire que cette augmentation considérable de la production a créé une augmentation considérable des revenus matériels. L'augmentation considérable des revenus matériels, on la doit essentiellement aux machines. Alors une fois que j'ai dit ça, est-ce que la baisse forte du nombre de machines va baisser les flux physiques? La réponse est oui, donc ça sera plus difficile de faire 1 mètre carré de logement ou de déplacer une tonne d'un point A à un point B dans un monde avec de moins en moins de machines, c'est absolument évident. Est-ce que ça veut dire que derrière, ça implique la décroissance sans complément d'objet? Ben non, la décroissance sans complément d'objet, moi je ne suis pas capable, là je vais rester très trivial, je ne suis pas capable de dire ce que ça recouvre. Donc décroissance physique, je comprends. Décroissance du nombre d'espèces aussi, ça je comprends. Décroissance ou croissance monétaire, ben ça, en fait ça dépend essentiellement de ce qu'on a envie d'en faire. Parce que pour passer de la production dite en volume au produit intérieur brut, qui est le grand alpha et oméga et le grand graal aujourd'hui d'à peu près tout débat économique, il faut passer par une case intermédiaire qui s'appelle la correction de l'inflation. Et la correction de l'inflation aujourd'hui est impossible à faire autrement qu'avec des règles conventionnelles. Je m'étais amusé à faire un petit calcul d'ordre de grandeur, j'adore ça. Je m'étais amusé à faire un petit calcul d'ordre de grandeur. Si on considère qu'il y a quelques milliards de produits disponibles à la consommation finale dans le monde moderne, et il y a 10 personnes à l'INSEE pour faire la correction de l'inflation, à supposer qu'ils ne dorment jamais, donc qu'ils travaillent H24 et qu'ils ne prennent jamais de vacances, ça fait une fraction de seconde par produit pour faire la correction de l'inflation. Bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est absolument pas fait, j'ai envie de dire produit par produit, c'est fait avec des conventions. Donc si on accepte l'idée qu'on supprime la notion d'inflation, il n'y a strictement aucun problème pour qu'avec moins de machines, on puisse avoir plus de croissance économique, ça ne pose aucun problème. Par contre, sur le plan purement physique, j'insiste, là malheureusement c'est une donnée d'entrée, avec moins de machines, on aura une production physique qui va baisser. Et ça se constate déjà dans les pays qui sont aujourd'hui en décroissance subie de leur approvisionnement énergétique, c'est-à-dire de leur parc de machines au travail, et de très très beaux exemples, enfin très beaux, eux ils ne vont pas trouver ça très beau, mais des exemples malheureusement très parlants qu'on peut observer juste à côté de chez nous, c'est toute l'Europe du Sud, qui était extrêmement dépendante du pétrole. Le pétrole représentait la moitié de l'approvisionnement énergétique primaire de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal avant 2008. Et le retournement de l'offre sur le pétrole conventionnel depuis 2008 a engendré dans tous ces pays-là, et en Grèce également, une décrue depuis 2008 ou un arrêt de la hausse du PIB. Le pays le plus spectaculaire, c'est la Grèce, et ce n'est pas parce que les Grecs ne payent pas leurs impôts, ça n'a rien à voir avec ça. Qui paye ou qui ne paye pas, enfin je veux dire, qu'ils les payent ou qu'ils ne les payent pas, c'est juste une affaire de redistribution, ça n'impacte pas ce que je viens de dire.
Voilà, donc, donc en Grèce, où on va dire le PIB suit le flux physique, depuis 2008, le PIB décroît. En Italie, c'est pareil, avec les résultats politiques que l'on peut observer. Voilà, donc dans un monde avec moins de machines. Là-dessus, en fait, moi je trouve ça. Donc c'est intéressant que les deux soient ensemble, parce qu'en fait, on a vraiment la vision du théoricien producteur de dialogue Friot et de l'ingénieur Jean Covici et son Le technocrate. Ouais, non, moi je suis quand même quelqu'un qui prend la défense de ce type, hein. Vraiment, voilà, on prend. Non, mais il a des visions pertinentes. Et puis après, il est convaincu que le capitalisme, c'est la nature humaine de l'homme. Je pense pas. Je pense que là, on overtake sur un peu une de ses takes. Mais tu vois, genre, c'est un type, dans ses propos et même dans ses préoccupations sensibles, il est moins taré qu'un Macron, en fait. Oui. Et là, ce qui est un peu intéressant, par exemple, c'est quand il parle de l'Italie de Meloni. C'est ça qu'il dit. Voilà, on voit bien. Et moi, c'est là-dessus que. C'est pour ça que je mets du Janco, parce qu'en fait, j'aimerais qu'on travaille collectivement à ça. Et on le fait déjà dans le collectif de militants dont je fais partie. On travaille sur ces questions-là. En fait, là, vous voyez bien, lui, il a une espèce de thèse qui consiste à dire que la démocratie a un coût énergétique. Et que du coup, quand on est en diminution, qu'on a moins de flux, donc du coup, hop, on tend vers le fascisme. Et on voit l'Italie, il prend l'Italie de Meloni en exemple. Sauf que factuellement, là, en France, la réforme qu'on a eue, qui est sur les immigrés, sur l'immigration, l'arrêt du droit du sol, enfin le conditionnement du droit du sol, la préférence nationale, etc., elle est plus vénère que ce qu'ont eu les Italiens avec Meloni. En fait, nous, il y a pas mal d'aspects où on va plus fort, plus loin, plus vite dans le totalitarisme un peu fascisant en France, alors qu'on n'est pas en contraction énergétique. Ce que ça dit, si on prend sa grille de lecture d'ingénieur, c'est qu'il y a bien d'autres paramètres que celui purement du flux physique qui concerne la structure étatique et comment on s'organise. Il y a d'autres paramètres. Avec les camarades, on n'est pas au stade où on arrive à les identifier clairement, mais en fait, on peut prendre. Parce que si on prend des exemples passés, on peut montrer que la démocratie, c'est pas un coût énergétique. Pas nécessairement, il y a des contre-exemples à d'autres moments, machin. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose de plus à part t'as tort. Voilà. Donc avec les camarades, on a vraiment commencé à bosser là-dessus. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un amalgame chez Janco, c'est qu'il prend pour démocratique un pays comme la France. Or, c'est pas vraiment le cas. Nous, on est quand même beaucoup plus dans une forme de servitude capitaliste, avec un récit démocratique. Et si vous vous rappelez de Chapoutot, qu'on a regardé la semaine dernière, Chapoutot disait les fascistes, les nazis, ils se sont revendiqués socialistes quand ils étaient sous Hitler et écologistes. Donc en fait, aujourd'hui, et on voit bien Cahuzac qui va revenir en politique, Macron qui va à Airbus pour dire qu'il faut aller plus loin et plus écologique. Enfin, on voit bien qu'en fait, et Elisabeth Borne qui vient dire que, sur le micro de France Inter, Elisabeth Borne, pardon, qui vient dire. Oh, wow. Désolé. Oh waouh. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Mais du coup, qui vient dire sur France Inter que c'est pas la préférence nationale, que tout ça, on se rend bien compte que ce sont des gens qui vont transformer des propos du réel et qu'on aurait tort d'utiliser leur grille de lecture pour définir le système dans lequel on est actuellement. La démocratie, c'est un système où on essaye, autant que faire se peut, de réduire les intermédiaires entre le peuple et le pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas la démarche. La démarche n'est pas démocratique. Donc, Janco fait un peu un amalgame, parce que je pense que c'est pas forcément son sujet, entre la démocratie et une servitude capitaliste dans laquelle on est plongé, nous, occidentaux. Et je pense que l'exemple de Meloni est parlant. Voilà, Elizabeth Box, tout à fait. Donc voilà, donc je vous propose de s'arrêter là pour le Janco, parce qu'après il déroule à l'infini. C'est une chouette conférence, enfin c'est un chouette... c'est vraiment un chouette moment, parce que enfin moi je trouve que c'est vraiment un moment intéressant, ce moment de stream là, enfin cette conférence là, parce qu'on est quand même sur deux personnes qui pourraient être antagonisées et qui veulent bosser ensemble. Friot, c'est quelqu'un qu'on retrouve sur des barricades encore aujourd'hui, sur des piquets de grève. Enfin, c'est un type qui va continuer à se battre. Et Janco, c'est un mec qui va partout pour essayer de parler et de sensibiliser aux questions de l'effondrement. Pour moi, c'est des gens qui ont des démarches qui sont dans le but de réduire les souffrances inutiles autant que possible et qui sont des bonnes démarches. Et quand on vous parle de pluralité de modes de lutte, bah là, on en a deux exemples et deux modèles. Et qui viennent et ils discutent ensemble et ils sont pas en train de se jeter des fions. Et si vous matez tout le truc, vous allez même voir qu'il y a plein de moments où ils cherchent leur point d'accord
pour plutôt avoir créé un discours constructif commun que à se dire gna, 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 gna. Après, si vous voulez de la bagarre, mater Lordon Piketty, c'est très rigolo. Voilà, bah moi c'est à peu près tout ce que de la balle j'avais dans mon turfu. Hein.